Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury pour ce jour, donc le second jour de cette semaine dans le mois bien sûr d'août. Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. D'entrée, nous vous disons, va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte. Puis souviens-toi que le silence est paix. Bonjour donc à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs et à tous les internautes, tous ceux qui sont fans de l'émission Grand Jury et à tous les confrères journalistes qui y prennent part activement. Bien de choses à vous toutes et à vous tous. Nous disons également bonjour au président de la République, son Excellence Faure Essozi Mnanya Simbe, au chef du gouvernement, c'est l'homme comme Klasu alias Edmond, à tous les ministres qui sont dans ce gouvernement, également à tous les leaders de partis politiques, que ce soit du côté du pouvoir que de l'opposition. L'essentiel pour nous, c'est de faire aussi le possible pour que l'appel que l'hymne national nous a lancé soit traduit dans nos faits. Autrement dit, Togolais, viens, bâtissons la cité. Quel genre d'apport pour bâtir la cité? En tout cas, c'est le nôtre et nous y sommes. Aujourd'hui, Grand Jury, c'est parti. Nous allons donc rapidement aujourd'hui plancher sur la question politique, un peu l'insécurité et puis parler également de la lutte démocratique entamée depuis 1990 dans notre cher pays, le Togo, et la vie d'opposition. Quel regard sur l'opposition togolaise? Ce sera donc le débat du jour. Mais avant, la une des journaux et puis retrouver nos invités économie et développement dans les kiosques ce matin qui titre le ministre de la Santé, professeur Moustapha Moujiawa, prend le pouls des réalités des structures du CHU Sylvanus Olympio. Et puis, la contribution du poisson dans la sécurité alimentaire au Togo, écrit le journal des efforts pour accroître la production halieutique de 4,3%. Économie, la BOAD envisage de lever 500 millions de dollars sur les marchés internationaux au cours du dernier trimestre 2015. Invité du journal, Dr Palakina Agoda, qui dit, je cite, « Nous avons eu à faire face à 3000 blessés légers sur les terrains de lutte et voilà, édition 2015. » Article à lire donc dans le journal Économie et Développement. Et puis développement, l'Equity Crowdfunding, un arsenal pour l'accroissement énergétique de l'Afrique. Et pour finir, la Banque mondiale a injecté plus de 175 milliards de francs CFA au Togo en 5 ans. Le Togo est le 3e pays le plus réformateur au monde en 2015. La question demeure donc à notre niveau, ou au niveau des leaders d'opinion. Pourquoi donc une dette après 5 ans estimée à plus de 1000 milliards de francs CFA? Je crois que vous l'avez suivi hier à travers Grand Jury. Nous revenons ce matin avec le journal Union pour la Patrie, également dans les kiosques, qui écrit « Nécessité de se rendre utile ou de se perfectionner. Pourquoi les entreprises peinent-elles à offrir des stages de vacances aux académiques, aux élèves et étudiants ?» Sujet pertinent donc. Et puis autre article, la réconciliation est une nécessité au Togo. Les 13 appels de Noche pour une réconciliation réussie. Le HCRUN invité à accepter les requêtes des victimes n'ayant pas fait de déposition. En décembre, en partenariat avec l'AUF, Lomé abrite un colloque international Sciences, Technologie et NEPAD. Et puis Clopin, le championnat U16 démarre. Promus FC et Trey sont premiers adversaires 4-0. 6 recommandations et plusieurs actions urgentes à transmettre au gouvernement. La société civile s'active pour la conférence de Paris sur le climat COP21 au premier semestre 2015. Dernier article à la une du journal L'Union pour la Patrie. Le Togo exporte plus de 1900 tonnes de coton vers la Chine. Le dernier journal dans les kiosques ce matin, c'est bien sûr celui de notre confrère plutôt Ferdinand Mensa Ité, que nous saluons au passage, l'Alternative donc, qui titre à sa une « Incohérence de politique et confusion dans les priorités, une population livrée aux malfrats, point de suspension, pendant qu'on surfe sur la mer ». Et puis sécurité maritime, un gouffre de plusieurs milliards dans un pays aux infrastructures de santé en ruine, écrit le journal Revendication sociale, les raisons de la fermeture de Maroc, écrit l'Alternative. Et puis sommaire, libre opinion, développement de la ville d'Anéro, les bonnes œuvres de Nana Ané, point d'exclamation, chronique politique, la grande foire au cabriole de l'exime Balouki à l'écran, encore des trous d'air dans une justification oiseuse de la ministre. Et puis éducation, tournoi Nouboueke et Impact Togo, l'AS Tofina enlève le trophée de la
citoyenneté. Voilà donc pour ce qui concerne la une des journaux parus dans les kiosques ce matin. Autour de ce plateau avec moi aujourd'hui, Tchakala Alilou, directeur de publication du journal Courrier de la République, qui est un tout petit peu absent dans les kiosques. On va chercher à savoir pourquoi. Mais avant, bonjour et bienvenue. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc bonjour à toi Eric et puis non pas Eric, Rodrigue. Non, c'est normal parce que nous faisons le même boulot. Une pensée à l'endroit de Eric Gator aussi. Donc comment est-ce que vous allez? Je crois que j'aurai le temps de m'expliquer un peu sur ma petite absence sur le marché. Il n'y a pas de problème. Parce que les lecteurs vous cherchent en vain. Hein. Oui, si puis, je l'ai senti. Voilà. Et puis ce matin, nous avons à nos côtés Elie Mensa. Il est le directeur à l'information de l'agence La Verte. Bonjour et bienvenue. Bonjour aux spectateurs, bonjour aux auditeurs, bonjour aux internautes et à tous les fidèles de cette émission. Voilà, merci. Donc, je rappelle que vous pouvez suivre Grand Jury via les ondes des médias partenaires, Radio KNTB à Lomé 102.7 FM, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, et puis sur le web, deux liens, le www.ebenradio.com, le www.togovision.com, et puis deux autres sites qui s'intéressent à l'émission. Il y a également le www.icilomé.com et puis le www.togo-de6online.co.uk. Bienvenue, messieurs de la diaspora, pour les informations de votre cher pays, le Togo. Avant d'aller dans le vif du sujet, pourquoi cette absence dans les kiosques Courrier de la République? Non, je crois que nous sommes en période de grandes vacances et que tout service sérieux se doit quand même de se refaire une nouvelle santé avant de reprendre sur de très bonnes perspectives. Et notre absence s'inscrit dans cette dynamique-là. On a dû se donner un petit repos de 4 semaines, histoire aussi d'emboîter le pas à d'autres aussi qui ont eu à quand même prendre des congés et s'il plaît à Dieu. Et il y a aussi des émissions qui ont pris congé, notamment l'émission 12-13 de mon cher ami Pierrot Atiobe, que je suis très très fidèlement. Oui, tous les dimanches, oui, justement. Bon, nous sommes dans cette dynamique-là, mais que nos lecteurs se rassurent et Courrier de la République sera dans les kiosques le lundi prochain. Mais avec du nouveau. Avec du nouveau, ça serait un Courrier de la République tout changé, tout foisonné, avec de belles rubriques. Et puis, tenez-vous bien, et notre parrain, celui-là qui a toujours inondé de très belles articles, nos colonnes, sera dans les kiosques en même temps que nous. Il s'agit de Sira Demakor, qui est vraiment en train de préparer quelque chose de fantastique pour les lecteurs, pour tous les Togolais. Je crois que c'est quelque chose de sublime, si je peux me dire sublimissime. J'ai déjà eu la primeur, mais c'est en état de finition. C'est une audience céleste que un grand homme qui n'est plus depuis le 5 février 2005 lui a accordé, mais au-delà de l'aspect fiction, je crois que tous les aspects de notre vie sociopolitique a été décrypté et vraiment les gens se feront du tort en n'ayant pas ce journal du lundi. Courrier de la République, franchement, lundi prochain, ça serait quelque chose de fantastique au-delà de la fiction, mais les gens se retrouveront dans les écrits de Sira Demakor. Voilà, ça va être très accrocheur. Très accrocheur. Et puis je rappelle que déjà lundi, c'est déjà programmé. On aura autour de ce plateau aussi, le grand Dieu nous prête longue vie, Tchakala Alilou et puis Sir Adomayakor lui-même, parce qu'on a besoin, nous, en tant que jeunes, des sages à nos côtés. Vous savez, Adomayakor se singularise par quelque chose de spécial. Il a une plume très alerte. Et puis, bon, cela aussi se lit dans ses propos. Quand il parle, bon, c'est un adepte de Malraux, il aime les belles phrases, et de même aussi, il écrit de très bons articles, de très belles plumes. Il a une très bonne plume, et vivement que les gens se donnent cette peine-là, parce que ça ne serait pas une peine, parce qu'ils ne ressentiront pas qu'ils ont dépensé 250 francs pour s'acheter quelque chose de très précieux, quelque chose qu'ils garderont dans leur bibliothèque et qu'ils revisiteront tout le temps que l'occasion se prêtera. Ça sera un chef-d'œuvre de l'année. De l'année. Très bien. C'est très attendu. C'est sur lundi prochain. Et puis, soyez au grand rendez-vous comme d'habitude. Elie Mensa, voilà, vous savez, aujourd'hui, la grande question, c'est qui est à vos côtés, qui vous guide. La jeunesse n'a plus de guide. Bien. La jeunesse n'en a plus.
Et cet homme, Sir Adomayakor, loin de vanter ses mérites, en tout cas, juste les quelques minutes d'échange que nous avons eus, je rappelle qu'il est un fidèle à cette émission Grand Jury. Il est également compté parmi les gens qui animent la vie de cette émission. En tout cas, vous aurez la chance de le rencontrer. Mais qu'est-ce que cela vous dit, avoir quelqu'un très dense, comme je le dis souvent, Dieu n'a pas fini de susciter des compétences et des intelligences au Togo. Au-delà de M. Adomayakor, il y a encore dans l'ombre, dans nos villages, des gens intellectuels immensement qu'on doit révéler à la jeunesse. Mais pour parler du personnage, je ne le connais pas de visu. Je le connais à travers les médias, je l'entends et je constate que c'est un personnage très dense. Il est dense, il est éloquent, il est abondant. Je crois que c'est quand même une bonne chose. Il faut quand même animer la vie de ce pays, la vie sociale. Et aussi, il faut de ces modèles-là pour quand même replacer les choses, les pions, pour que la jeunesse puisse se recentrer. Et à partir de ces modèles-là, ils pourront se construire véritablement un avenir. Et donc, c'est un monsieur que j'entends souvent. Mais moi, mes craintes à mon niveau, généralement, lorsqu'il y a quelqu'un qui émerge de la société civile, qui arrive et qui est quand même aussi respecté, généralement, c'est la voie à la politique. C'est la voie pour créer un parti politique. Donc, moi, je ne sais pas les réelles intentions de M. Adomayakor parce que je le vois venir. Et ces derniers temps, il est présent sur le terrain. Il anime la vie sociale, la vie médiatique de ce pays. Et je crois que le contexte politique même a besoin que des acteurs neufs arrivent. Ce serait pas peut-être une mauvaise chose de le voir également s'inscrire dans cette dynamique, mais nous, la jeunesse a besoin d'avoir des repères et Sir Adomayakor n'est pas des moindres. Il peut faire l'affaire. Très bien. En tout cas, je laisserai parler en lieu et place de M. Sir Adomayakor, mais que les uns et les autres se rassurent. Sir Adomayakor n'est pas politique, c'est quelqu'un qui s'intéresse de très près à tout ce qui se passe, que ce soit au niveau de... Un leader d'opinion, tout simplement. Justement, c'est ça. Donc, il n'entend pas se démarquer de cela. Mais si le besoin se faisait sentir sur le terrain, que on voudrait quand même du sang neuf par rapport à tout ce que nous constatons dans le sérail politique, je crois qu'il n'hésiterait pas. Lui, il est là, c'est un homme serviteur de la République et il s'inscrit dans cette dynamique-là. En tout cas, comme mon feu père, paix à son âme, une phrase encore ce matin à l'habitude de me le dire, dans la forêt, il y a forcément des arbres qui donnent des fruits qui détruisent la vie. Il y en a qui donnent des fruits qui construisent la vie ou qui donnent la vie. Mais il y en a qui ne donnent que des ombres, mais des ombres sous lesquelles on se blottit avec tendresse. Allez-y comprendre. Une très belle sagesse. Il me manque, vous savez. Et revenons autour de ce plateau parler de l'insécurité. Elle est grandissante dans notre cher pays. Le Togo emmena donc les populations à aller eux-mêmes à la justice. Vous n'avez sans doute pas manqué donc toutes ces informations autour de ces personnes qu'on passe sous le vindique du feu, on va de la flamme, donc avec le carburant et tout, avec des pneus au cou ces derniers temps, et puis des gens qui circulent tranquillement avec des armes et qui inquiètent, qui empêchent les Togolais de vaquer librement à leurs occupations et qui également mettent à rude épreuve la sécurité et également l'arsenal sécuritaire que dispose le Togo. Sujet donc inquiétant qui a amené l'ambassadeur des Nations Unies au Togo, des États-Unis au Togo, à sortir un communiqué pour attirer un peu l'attention des ressortissants de son pays à se mettre un peu à l'abri de ces incidents-là. Oui, qu'on ne se leurre pas, il y a vraiment péril à la demeure. Depuis quelque temps, le problème de l'insécurité dans notre capitale est un problème réel, est un problème sérieux. Nous ne dirons pas qu'au niveau des structures en charge d'assurer la sécurité dans notre pays, abdication, mais c'est le propre de toutes les grandes villes qui croissent. Et Lomé n'a plus le même aspect d'il y a 20 ans ou 30 ans. Lomé grandit et puis plus il grandit, plus il y a d'autres communautés aussi qui viennent se mélanger à nous. Donc
et cela crée quand même des désagréments. Donc au lieu que cela soit une source de motivation pour le développement et pour tous les autres aspects rentrant dans le domaine du brassage culturel, je crois qu'il y a des tares qui surgissent de cette situation. Et c'est vrai. Depuis quelque temps, on a assisté à un recrutement pour un peu accroître le nombre des policiers, des gendarmes, mais cela ne suffit pas. Et plus on accroît ce dispositif sécuritaire, au même moment, les malfrats, les bandits aussi, très futés aussi, et grandissent en ingéniosité avec les moyens de télécommunication et tout ça là pour pouvoir flouer un peu les dispositifs qui sont mis en place pour peut-être arriver à bout de ces gens-là. Mais malheureusement, depuis quelque temps, le constat il est tout triste. Et c'est les malfrats, c'est les bandits, c'est les braqueurs qui ont pris Ils font la loi. Ils font la loi dans le pays, ils se donnent des libertés. Et puis, tenez-vous bien, pour une petite moto, ces gens-là sont prêts à ôter la vie. C'est pourquoi, et puis la population se demande, est-ce qu'on doit toujours continuer par faire confiance à nos forces de l'ordre? Parce que les mêmes qu'on arrive à mettre la main sur eux, 2 jours après, on les libère, ils viennent narguer leurs victimes. Donc, les gens se sont décidés quand même à assurer leur propre sécurité. Mais la manière n'y est pas. Prendre quelqu'un et puis le brûler, lui infliger la peine par le feu. Là, je crois que le Togo n'est pas une jungle, la capitale Lomé n'est non plus une forêt où c'est les plus forts qui vont avoir droit de vie sur les plus faibles. C'est vrai, le Togo c'est une république, nous avons nos lois, nous avons nos dispositions. Quand on arrive à mettre la main sur quelqu'un qui s'adonnerait à certains petits vices, quand même, je crois que la décence voudrait, les bonnes manières voudraient qu'on amène ce malfrat là ou bien ce braqueur là en direction des forces de l'ordre. Là, la justice décidera de son sort. Donc, je crois que c'est pas guère. Se rendre soi-même justice, c'est pas du tout bien. En le faisant, on est sous le coup aussi de la loi, parce que la loi n'autorise la loi n'autorise à aucun Togolais de se rendre justice. Nous avons nos lois, nous avons nos codes qui, quand même, voudraient quand même que si quelqu'un vient à se rendre coupable d'un délit, que ce soit les autorités compétentes, les autorités judiciaires qui puissent rendre la justice. Donc, je crois que c'est extrêmement grave. La sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Togo, moi, je crois que c'est une très mauvaise publicité pour notre pays. À quelques encablures de ce grand sommet sur la sécurité maritime, je crois que ça ne fait pas du tout honneur à notre pays, et les gens vont penser que non, au Togo c'est là où crépitent les armes tout le temps, c'est là où les plus forts ôtent la vie aux plus faibles et tout ça. Donc je crois que les autorités en charge de ce pays se doivent de rectifier. Ils sont interpellés parce que moi je ne comprends pas qu'ils se murent dans un silence. Il y a un journal qui l'a dit, l'Alternative, qui écrit une population livrée aux malfrats, point de suspension, pendant qu'on surfe sur la mer. Bon, c'est vrai, la mer aussi, la menace peut venir de là. Je crois que si les terroristes, les djihadistes, Boko Haram en Sardine et puis le Mundjao, ils sont tout près de nos portes. Si ils sont bien ancrés sur la terre ferme. Et si ces gens-là, on ne prend pas garde et puis se rendent maîtres de nos océans, de nos mers, ça veut dire que l'Afrique deviendra un continent exempt, parce que plus de 90% de nos exportations et importations proviennent de nos océans. Autant aussi prendre des dispositions pour sécuriser un peu nos eaux. Donc je crois que sans toutefois oublier la terre ferme. Je crois que de grands moyens sont déployés pour quand même arriver à bout de ces réseaux-là. Il y a une union sacrée autour de certaines nations pour quand même arriver à bout de ces réseaux-là qui causent mort et désolation. Très bien. Et Limenta, aujourd'hui, la situation de l'insécurité, elle est là. Comment ça peut s'expliquer avec les populations qui se disent, écoutez, nous-mêmes, comme Tchakala l'a dit tout à l'heure, nous sommes suffisants pour régler les comptes aux voleurs, ils les prennent, c'est vrai, on condamne le vol, mais également ôter la vie à un voleur de la plus triste des manières. Pourquoi sommes-nous arrivés là ? En tout cas, c'est des actes à condamner. C'est digne d'une époque révolue. Et toutefois, il faut quand même dire que la vie elle-même c'est pas un long fleuve tranquille. Mais le Togo réunit toutes les conditions pour cette forme d'insécurité-là. Nous vivons un peu comme dans un pays où l'insécurité est généralisée. Je voudrais attirer votre attention du fait que nous sommes même dans une insécurité alimentaire. Quand le Togolais ne mange pas à sa faim,
et c'est quand même une forme d'insécurité. Le maïs, le prix du maïs, plusieurs fois ici, nous l'avons évoqué, quand le prix du maïs double, va jusqu'à 600 francs ou 700 francs, alors que le Togolais a moins de 1 dollar, donc moins de 500 francs par jour, vous comprenez que les besoins dépassent les ressources. Et donc, c'est des conditions favorables à l'insécurité. Et vous avez vu dans ce pays, les ministres sont sortis pour nous dire il y a du maïs à l'Ansat qu'on va sortir et ça va permettre de baisser les prix sur le terrain. Malheureusement, le prix du maïs est resté à ce niveau. Malheureusement, les Togolais, pour avoir été plusieurs années floués, traînés dans la fange, ils sont résignés, ils ne peuvent même plus protester. Ils sont là, le prix demeure 600 francs CFA. C'est une forme d'insécurité. Nous avons un système éducatif qui ne permet pas de produire des gens capables d'apporter de la valeur ajoutée en entreprise, capables d'apporter quand même de la valeur ajoutée au pays et à la gouvernance. Nous avons un système éducatif qui est carrément un cadre diplômant et non un cadre réel d'acquisition de compétences. Et là aussi, il faut voir les difficultés parce que la plupart aujourd'hui sont incertains quant à l'obtention de leur diplôme ou à l'issue de leurs études comme ils l'auraient souhaité. Oui, mais je vais vous dire qu'ailleurs, l'école, c'est un cadre réel d'acquisition de compétences. Quand tu sors, quand tu dis j'ai un master en électronique, c'est un vrai master en électronique. Ici, nous sommes quand même des entrepreneurs. Nous avons essayé des jeunes qui sont sortis et ce qu'ils apportaient, normalement, ça relève d'un niveau beaucoup plus bas. Donc, vous comprenez que le système éducatif produit des gens qui ne sont pas à la hauteur des exigences des temps modernes. Donc, c'est une forme d'insécurité également. L'insécurité sur le plan éducatif. Je vais plus loin pour vous dire que lorsque chaque soir, la jeune fille sort pour aller, pour aller traîner dans la rue, vendre son charme, vendre son physique, son charme. Lorsque tous les soirs vous voyez des gamines de 14-15 ans, c'est une forme d'insécurité. Les exemples sont légion. Je pouvais jusqu'à 14 heures, je n'aurais pas terminé. C'est pour vous dire que c'est une forme d'insécurité généralisée. Vous avez vu le braquage au niveau de l'aéroport et jusqu'à date, on ne nous a pas présenté les présumés coupables. On ne nous a pas dit que les armes... Les balles, les analyses balistiques... Effectivement, les armes utilisées sont toujours dans la nature et vous constatez que nous ne sommes pas... Mais il y a juste une chose qu'on nous a dit, c'est qu'il s'avérerait que ce soit la même équipe que celle qui a opéré au niveau de Fontana. C'est facile. Il faut une chose est de le dire, mais une autre est de le prouver. Au-delà de ça, je voudrais, en tant qu'agence de presse spécialisée dans le domaine de l'environnement, les changements climatiques sont également source d'insécurité. Lorsque vous avez des déplacements de population à l'interne, une forme d'immigration à l'interne, lorsque des gens laissent par exemple, les gens qui quittent Atapamé pour Lomé, qui quittent par exemple Lomé pour se coder. Voilà, ou carrément, vous avez des gens au niveau de Nimagnan, sur le littoral, des gens qui quittent carrément pour revenir en ville. Or, la ville qui est trop pleine, la ville n'a pas les ressources et les moyens pour accueillir ces populations-là. Vous voyez que des gens dorment dans la rue à Lomé actuellement. Vous prenez même des émigrants, ils dorment sur leur moto jusqu'au lendemain. Donc, c'est une forme d'insécurité également. On est en train de demander aux jeunes du port autonome de Lomé de quitter cet endroit pour aller vers Adétikopé. Et malheureusement, on n'offre rien à ces jeunes, comme activité. Et vous voyez, les exemples sont légion, comme je disais, et nous sommes dans une forme d'insécurité généralisée. Et l'ambassade des États-Unis, c'est quand même des gens respectables, c'est des gens sérieux, les États-Unis. Et ils ont, je crois, des signaux. Et donc, je crois que c'est ce qui a motivé cette sortie-là pour inviter les ressortissants américains à reviser leur sortie et à voir un peu leur système sécuritaire et pour être à l'abri de tout éventuel acte qui viendrait peut-être apporter atteinte à leur vie. Voilà, et aujourd'hui, Tchakala, qu'est-ce que les autorités en charge de la sécurité, notamment le premier responsable de ce département, le ministre, le colonel Yap Daméan, et son équipe doivent faire aujourd'hui, puisque on a comme l'impression dans votre premier développement que c'est un peu lié au dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, où quand on prend quelqu'un aujourd'hui, la personne est capable de vous dire non, je vais ressortir le soir, et le soir vous allez le voir, et quand il revient, c'est pour vous régler votre compte. Nous sommes en train de vivre finalement dans un no man's land.
Oui, nous ne souhaiterions pas que cela soit de mise pour un long temps parce que, comme je l'ai dit tantôt, le péril il est réel, il ne faut pas qu'on se voie la face, comme l'a dit mon jeune frère. C'est vrai, l'ambassade des États-Unis ne sortirait pas un communiqué comme ça s'il n'y avait pas des signaux qui indiquent effectivement qu'il y a quand même la situation n'est pas sous contrôle et que on peut frapper à tout moment. Donc c'est tout à fait normal qu'il sorte ce communiqué. Mais on dira que le Togo, le cas qui se passe à Lomé n'est pas aussi dramatique que ce qu'on en voit un peu partout. Comparaison n'est pas raison. Mais ce qui se passe aux États-Unis, le Togo a des milliers de lieux de penser que cela se passerait au Togo. Parce que vous êtes tranquillement allé adorer votre Dieu. Il y a un kidam qui vient avec son fusil, décharge tout sur vous. Donc, franchement, je crois que l'ambassadeur aussi a un tout petit peu exagéré. Sa sortie, c'est pas... Moi, je l'ai trouvé un peu trop amplifié, mais c'est des cas isolés. Mais si sa sortie peut avoir le mérite quand même de rappeler quand même à nos responsables en charge de sécurité que, on est en train de nous pointer du doigt de la très mauvaise manière et qu'il faut absolument recorser un peu le dispositif qui est en place ou bien revoir un peu les faiblesses de ce dispositif qui permet malheureusement à certains malfrats d'opérer en toute quiétude. Je crois que ça vaut la peine. On ne va pas jeter la pierre à l'ambassadeur, c'est vrai, il a constaté quelque chose et puis il est dans son rôle. La vie de ses compatriotes, ça n'a pas de prix. Autant les tenir informés qu'ils prennent leurs dispositions que de se trouver devant une situation désagréable, devant le fait accompli. Donc, je crois qu'il l'a fait, mais en le faisant aussi, c'est une interpellation lancée à la droite du ministre Yark et de tous ces éléments pour qu'il quand même prenne la mesure de la chose et qu'il resserre un peu le dispositif pour qu'on n'en voit pas un peu. Parce que quand les malfrats viennent à se faire maître de la situation, c'est que ça devient dangereux pour la quiétude nationale. Et disons, pendant la période électorale, on a eu quand même à mettre le dispositif qui a évité un peu certains drames au pays. Pourquoi ne pas continuer sur la même lancée? À un moment, on pense que le péril viendrait seulement en période électorale, alors que c'est tout faux. À tout moment, nous vivons de l'insécurité. Quand les frontières sont poreuses, n'importe qui peut rentrer et sortir quand bon lui semble. Là, c'est quoi? Le Togo est devenu ce carrefour où tout ça là-dedans. Il n'y a pas de contrôle. Qui sont ceux-là qui rentrent et qui disposent de ces pièces justificatives attestant que quand on veut mener de petites enquêtes, on sait où ils habitent, où ils n'habitent pas, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Donc, il faut revoir un peu le fichier de ces gens-là qui viennent. Je ne suis pas un xénophobe, mais je veux quand même que nous gardions le cap, que le Togo soit toujours ce carrefour où l'étranger vient se sentir à l'aise. Mais trop ouvrir aussi peut s'avérer un peu néfaste pour la quiétude des autochtones. C'est là que le colonel Yark vraiment a de quoi à s'inquiéter, surtout que du 2 au 7 mai, le Togo va abriter un important sommet et il y aura plus de 5000 invités dans ce pays. Donc, 5000, je crois. Effectivement. Et si déjà de l'extérieur, les gens apprennent sur les réseaux sociaux que ça ne va pas au Togo, c'est les braqueurs, c'est les malfrats qui font la loi, je crois que notre sommet risque de prendre un coup. Il faut vite rectifier le tir. Si on doit appeler... Il a les moyens, il a les compétences, et puis s'il faut, il faut essayer. Et puis, c'est pas seulement le jeu des forces de sécurité. Toute la population. C'est la population aussi a son rôle à jouer là-dedans. Vous voyez quelqu'un qui a peut-être des attitudes un peu suspectes, il faut tenir informé que, j'ai observé tant. Il ne faut pas aller oser dire que non, on va prendre la personne. Non, il y a des forces de l'ordre, il y a quand même des institutions légales mises en place pour qu'on puisse aller signaler ces gens-là, pour que les forces de l'ordre ou bien de sécurité viennent faire leur travail, pour voir un peu le profil de ces gens-là qui serait suspecté. Donc, je crois que c'est un combat commun à tous. Ce n'est pas un combat de Yark ni de ses éléments, mais c'est un combat de toute la population togolaise. Voilà. Et quelque part, peut-être, on a comme l'impression que l'appareil sécuritaire faillit un tout petit peu parce qu'on les voit la nuit, vous les voyez la nuit, leurs affaires, en tout cas, je le dis, et j'ai l'habitude de le répéter, nous, tout ce que nous disons, c'est au nom de l'appel qui nous est lancé, Togolais, viens bâtissons la cité. Pour bâtir la cité, c'est la vérité. Et vous les voyez la nuit, ils sont affairés par les conducteurs de taxi-moto. Et ils ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté. Vous êtes en difficulté, vous les appelez, ils viennent lorsque vous êtes déjà atteint. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faille faire? Je crois que c'est une refonte. Vous n'êtes sans savoir, juste une parenthèse, vous n'êtes sans savoir qu'il y a juste quelques jours,
il y a dans le secteur de Djidjolé, il y a un homme qui a chargé un bidon avec des grains de soja. Là-dedans, on l'a vu. Du lait de soja. Voilà. Il a suffi qu'on le balance pour que cet homme soit décédé avant qu'on ne constate que ce n'était pas du carburant, ce n'était pas du boudin. Je crois que cela témoigne même d'abord de la culture même de nos forces de l'ordre, parce que ailleurs c'est quand même des formations continues qui se font. Je crois qu'il faudra revoir d'abord les niveaux d'entrée et la formation continue qui devrait normalement suivre. Je ne sais pas si vous avez une fois observé les forces armées ghanéennes. Vous voyez un policier ghanéen, d'abord l'accoutrement, c'est intéressant. Vous avez envie de faire partie de ce corps-là. Et des fois, ici, c'est désastreux ce que vous constatez. Au niveau de l'accoutrement, même, il y a quand même à revoir cela. Au-delà de ça, dans les interpellations, les échanges et la façon d'interpeller, d'apostropher les gens, ça doit normalement traduire un certain égard et une certaine culture même de la personne qui vous interpelle. Il y a ça. C'est des jeunes, malheureusement, qui veulent raqueter. Et vous voyez des forces de l'ordre au feu tricolore, ils ne sont pas là pour régler et observer la circulation. C'est les gens qui attendent de voir quelqu'un violer le feu tricolore pour lui soutirer un 2000, un 3000. Et c'est malheureux tout ce qui se passe à ce niveau. Parlant toujours d'insécurité, et je crois qu'il y a des gens, aujourd'hui, il faut que toute la population soit éveillée. Vous voyez à Lomé maintenant des gens qui circulent avec des barbes, de vraies barbes, et qui sont dans des, comment ils appellent ça, des boubous, des boubous qui ne sont pas propres à nos cultures ici. Et vous les voyez avec des turbans sur la tête, et c'est des gens, franchement, ça vous évoque des choses. Mais peut-être qu'ils sont des hommes d'affaires. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Lorsque vous visitez les frontières et la porosité des frontières aujourd'hui, le risque est grand. Le risque est vraiment grand. Je ne sais pas si vous avez une fois traversé, il y a des petites frontières. Nous-mêmes, on ne va pas parler de nous, mais les bitna et les petites bites, les frontières, pourquoi fermer la frontière officielle à 22h? Malheureusement, il y a des hommes d'affaires. Vous allez à Accra, vous connaissez l'embouteillage au niveau d'Accra, vous voulez rentrer, à 22h, la frontière est fermée. Et là, vous avez des choses où des enfants à la maison, on sollicite votre femme, voilà. Et donc, vous passez, je ne sais pas si vous avez fait, moi-même j'ai fait une enquête, ce qui se passe la nuit à la frontière là-bas à Nikonakwa, à la petite frontière, de grâce, Dieu vient à notre aide. Parce qu'on va vous dépouiller de tout ce que vous avez. C'est des frontières où vous voyez des bonnes dames et des bonhommes qui font traverser de la marchandise. Il y a des gros camions qui viennent décharger la marchandise, qui traversent la frontière là. Il y a des gens qui traversent, des milliers de personnes qui paient de l'argent. On vous raquette, on vous soutire tout ce que votre sac et tout. On vous fouille jusqu'aux parties intimes. Et là, vous comprenez qu'il se passe des choses la nuit dans ce pays. Donc, franchement, normalement, dans un état sérieux et normal, c'est des choses que la presse devrait non pas publier, mais envoyer à qui de droit pour que cela soit pris en compte dans le système sécuritaire. Mais malheureusement, si vous le faites, bon, peut-être vous ne serez même pas écouté, et c'est comme ça, c'est comme ça, ainsi va la vie sous nos cieux. En tout cas, on va y revenir plus tard. Maintenant, parlons lutte démocratique dans notre cher pays, le Togo. Depuis 1990, le vent de la démocratie a donné le ton dans notre cher pays, et ce qui a abouti plus tard à ce qu'on a appelé la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, plus de 24 ans après Tiakala, quelle note à cette lutte démocratique? Non, mais cette lutte démocratique a laissé les Togolais, tous ceux-là qui aspirent à une meilleure gouvernance, à plus de démocratie, sur leur faim. Et je crois que les gens n'étaient pas venus avec une idée vraiment réelle d'apporter quelque chose pour le pays. Les gens sont venus tout d'abord pour faire leur show, pour s'attaquer à des individus et non à un système, vous savez. Et ils ont comme lâché la proie pour l'ombre. Donc, depuis 90, bientôt 25 ans, s'il faut discerner une petite note à l'endroit de cette lutte-là qui s'est opérée, je dirais que c'est de l'amertume, c'est des morts pour rien, c'est de grands scandales pour rien, c'est la montagne à coucher tout simplement d'une souris. On s'attendait à mieux que ça, mais
est-ce que nous avons franchi des caps qui puissent satisfaire les uns et les autres, que le Togo est sur la bonne lancée? Absolument pas. Donc, je crois que certains qui étaient venus avec de bonnes intentions ont vite été soudoyés par les espèces sonnantes et puis ils ont mis de côté cette légitime lutte qui quand même était porteuse de tous les espoirs pour le peuple togolais. Donc nous étions encore jeunes étudiants quand le 5 octobre a eu lieu. Donc on se dit, ah tiens, jamais on a assisté à un truc comme ça dans le pays. Si le feu général Yadema était tensé au point même de céder des choses, c'est qu'on était au bout d'avoir des acquis. Mais très rapidement, on a laissé tranquille le général et puis c'est une lutte interne entre ces leaders de l'opposition et comme si cela n'était trop, ils n'ont pas su créer cette trêve-là pour repartir sur des bases plus saines. Depuis 2005, c'est le même scénario, c'est le même scénario que ces leaders-là nous servent. Et cela fait l'affaire du parti au pouvoir qui a profité de cette situation-là pour peut-être reconquérir certains points qu'il avait perdus. Et aujourd'hui, nous sommes là, la situation, à la case de départ. C'est vrai, s'il faut quand même saluer un acquis, c'est la liberté de la presse. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est une réalité. Il y a des débats que nous faisons ici, il y a des propos, il y a des trucs que nous disons. Ce que nous avons dit jusque-là, il y a quelques années. On ne le dirait pas. Non, je dis que c'est vrai, c'est réel. Le seul acquis aujourd'hui dont on peut se glorifier, c'est la liberté de la presse. Sinon, dire que bon, l'alternance, c'est vrai, l'alternance, ça ne se donne pas sur un plateau d'or. L'alternance, c'est un combat de longue haleine. Il faut poser les bases, il faut convaincre la population sur la pertinence de ce qu'on viendrait faire. Mais jusqu'alors, notre opposition nous a laissé sur notre soif. Est-ce que, entre-temps, je me suis posé une interrogation, est-ce que c'est le pouvoir qui est trop fort? Ou bien c'est l'opposition qui manque de stratégie? Le pouvoir n'est pas trop fort. Eh tiens, le pouvoir par essence est fort, doit être fort. Si le pouvoir n'est pas fort, c'est la chienlit, c'est le désordre, c'est l'anarchie qui s'instaure. Mais au-delà de ça, à un moment, quand on dit que les jeux sont déjà pipés, que bon, on va à cette présidentielle avec peu de chances de changer la donne, mais c'est une illusion. Les gens tuent quand même toutes les espérances déjà dans leur tête. On va, si on a un bon programme, si on a un programme ficelé, je crois que l'alternance peut se faire à travers la voie des urnes. Donc je crois que l'opposition a manqué quand même à de nombreux rendez-vous. Ils ont manqué de créer cette ferveur-là. Et ils ont raté de créer cette symbiose-là qui ferait de nouveaux acteurs à même de prendre la destinée de ce pays et de créer un nouveau cadre de vie pour les Togolais. Faute de mieux, les Togolais sont obligés de continuer avec ceux-là qui sont sur le terrain et qui font tant bien que mal leurs preuves. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, Elimenta, 24 à 25 années de lutte démocratique. Tchakala l'a dit tout à l'heure, toujours à la case du départ. C'est une déception. C'est une déception pour cette génération à laquelle moi j'appartiens, à laquelle nous appartenons. Et nous étions tout petits, moi à la conférence nationale souveraine. J'étais tout petit et lorsque je voyais les aînés intervenir, j'étais toujours avec mon père et j'étais fier d'être Togolais. Et c'est des gens qui étaient animés d'une volonté manifeste. Mais finalement, on constate avec amertume que ça a été juste balai littéraire. Oui, c'était un cadre d'exhibition, voilà, plutôt qu'un cadre même de réflexion et de contribution à une certaine réforme. Et je peux vous dire que tout part. Je crois que les malheurs de ce pays trouveront solution lorsqu'on aura restitué l'histoire de ce pays en totalité et en réalité. Parce que pour nous, lorsque vous prenez les années 58 à 63, c'est des années au cours de laquelle énormément de choses se sont déroulées. Et la période de gouvernance de feu Sylvanus Olympio n'a pas été que rose, je vous en prie, parce que je crois que l'histoire du Togo, c'est un serpent qui se mord la queue. Ce qui se passe sous Faure Gnassingbé aujourd'hui, où quand même des alliés d'hier, des partenaires d'hier se retrouvent sous les geôles, ça s'est passé également au temps de Sylvanus Olympio, où les Fiaro, les Apalo, les Meachi. Et franchement, le Grunis qui était obligé d'aller en exil.
Donc, je vous dis que c'est des choses qui se sont passées de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Les loups se sont mangés. Les loups se sont mangés entre eux. Et franchement, il faut restituer cette histoire-là. Il faut pas, ça sert à rien de cacher cette partie de l'histoire du Togo pour peindre certains en blanc et d'autres en noir. Je crois qu'en la faisant de la sorte, malheureusement, nous avons des historiens alimentaires. Malheureusement, au lieu d'avoir tout le recul nécessaire pour restituer sans parti pris l'histoire de ce pays, les intellectuels que nous avons encore qu'intellectuels, il faut le mettre entre guillemets, n'ont pas su prendre de la hauteur pour quand même restituer cette histoire-là, pour que tout le monde se retrouve. Ils ont tronqué l'histoire. Ils ont tronqué l'histoire. Aussi, il y a eu des velléités où on a failli avoir une nation togolaise. Aujourd'hui, elle n'existe pas, cette nation togolaise. Cette fierté d'appartenance à cette portion géographique n'existe pas. Cette fierté, elle est affectée. Elle est même infectée. Voilà. Donc, il faut véritablement aller vers exorciser cet aspect de l'histoire et également comprendre que soit le peuple n'a pas les bons leaders ou les leaders n'ont pas le bon peuple. Parce que finalement, c'est comme des opportunistes qui ne s'attendaient pas à jouer ce rôle-là et qui, par la force des choses, se sont retrouvés dans ce rôle et dans les grands rôles. Ils sont complets. Et la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et c'est une opposition qui malheureusement n'a pas été à la hauteur des espérances de ce peuple. Et je voudrais ici également voir qu'il y a eu également en face un pouvoir trop fort pour cette opposition, fort sur tous les plans, un pouvoir qui a quand même fragilisé l'opposition, qui a tout fait pour ne pas avoir une opposition digne de ce nom. Un pouvoir qui sait s'inscrire dans une forme de flatterie. Aujourd'hui, l'opposition se déchire autour d'un titre de leader de l'opposition. Pour une bagatelle de 500 millions de francs. Les petits gamins en classe de CP arrivent à je dirais que le pouvoir est dans son rôle. Effectivement. Le pouvoir ne peut que faire cela. Effectivement. Si le pouvoir veut avoir une durée de vie illimitée, il n'est que dans ce rôle. Mais cependant, si vous voulez, pendant un quart de siècle, qu'est-ce que nos opposants ont pu faire pour se soustraire de ce carcan-là? Permettez juste que j'ouvre une parenthèse. Est-ce que le pouvoir est aussi tellement fort tel que vous le dites? Nous savons qu'il y a eu des élections législatives dans ce pays où le Comité d'action pour le renouveau et le parti, je crois, UDS, l'UTD à l'époque, avait quand même battu le pouvoir dans les urnes. Mais je vais vous dire, Rodrigue, je vais vous dire. Supposez que au cours des élections antérieures, passées, le pouvoir n'avait pas quand même trouvé ces 72 millions, ces quelques millions à certains partis de l'opposition, ils pourraient même pas faire campagne. Je vais vous dire que lorsque vous êtes un opposant digne de son nom dans ce pays, vous allez raser les murs. Vous ne serez pas dans les grâces du pouvoir et vous n'allez pas vous en sortir. Même les simples tracts et communiqués sur les médias, vous allez avoir tout le mal du monde pour le faire. Dans un pays qui se respecte et qui se veut sérieux, il faudra revoir la redistribution des ressources. C'est là le problème du Togo. Parce qu'il y a une minorité qui vit bien dans les opulences. Et malheureusement, il y a une majorité dont nous faisons partie, nous autres, qui tire le diable par la queue. Et nous, parce que nous sommes des Togolais. Peut-être comme Tiakala a l'habitude de le dire, on cherche le diable, mais on ne le voit pas. Mais on tire sa queue. Donc, on ne le voit même pas pour tirer sa queue. Voilà. Mais il faut avouer que nous rasons les murs. Et donc, quand vous ne créez pas les bases d'une opposition sérieuse, la gouvernance sera médiocre. Parce que l'opposition, son rôle, c'est quand même d'apprécier la gouvernance et de dire là où ça ne va pas, d'apporter, de proposer, d'apporter des idées novatrices. Est-ce que vous laissez cette opposition dans un état de délabrement et de déliquescence avancée, elle ne sera plus capable de proposer. Et donc, vous allez penser bien gouverner, mais avec énormément et traîner des casseroles derrière. C'est le cas du Togo. C'est le cas du Togo. Maintenant, Tiakala, vous devez savoir qu'aujourd'hui, on comprenait qu'il y avait un adversaire commun qui était le pouvoir, c'est-à-dire le parti au pouvoir, mais aujourd'hui on comprend que l'opposition devient son propre adversaire. Je m'explique. Vous prenez par exemple sur les antennes, sur les médias, pas un seul leader de parti politique ne se rend dans les studios pour apporter de la franchise dans ce que le peuple attend, mais c'est vilipender l'autre.
Et si l'autre aussi vient, c'est vilipender un autre. Ça devient un combat inter-opposition. Est-ce que cela aussi, c'est le pouvoir qui l'a fait? Non, mais c'est la petitesse, les niaiseries de notre chère et pathétique opposition. Les opposants ne savent pas à quoi s'accrocher. Ils sont là, c'est des opposants de fait, qui ne méritent pas quand même le peuple, ce peuple togolais, ce peuple quand même, qui a quand même essayé d'accompagner ces opposants. Les opposants qu'on ne se voile pas la vie de ses fils sur les routes, on s'en souvient encore, avec des semaines de courses-poursuites, avec des gens qui aujourd'hui ont perdu toute leur famille. Absolument. Donc ces opposants ne méritent pas le peuple. Bon, tu sais, l'opposition porte en elle-même les germes de sa destruction qui est en train de se faire. Peut-être déliquescence. Non, c'est très avancé. Non, c'est très avancé. Tout est faisandé, tout est pourri. Et vous pensez jeter la pierre à qui? Au pouvoir? Le pouvoir est dans son rôle. Le pouvoir ne voudrait pas en face de lui une opposition forte. Et maintenant, nos chers opposants, qu'est-ce qu'ils ont pu faire depuis ce temps? Ça fait un quart de siècle que cela dure. Ils se combattent. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour se soustraire de ça? C'est ce que certains disent qu'il faut frire, d'autres il faut braiser, d'autres il faut cuire à l'eau, il faut bourrer à l'eau. Donc c'est ça la lutte pour l'alternance qu'ils nous rebattent les oreilles tout le temps. C'est pas ça la lutte. Et puis quand on vient à se rentrer dedans en interne à l'opposition, et quand on vient, ce qui est pire encore, en aucun moment, l'opposition ne s'est donné ce répit-là. Non, nous arrêtons ce que nous avons fait pour regarder dans le rétroviseur, pour voir ce que nous avions eu à faire comme parcours. Les moments de gloire, les moments de faiblesse et les moments de grande désolation, parce qu'ils en ont connu. Mais on avance tête baisse comme un taureau blessé et on ne cherche même pas à voir le parcours. Depuis cette présidentielle qui s'est achevée il y a des lustres, ça a plus de 3-4 mois déjà. Est-ce que... Le 5 avril dernier. Ces messieurs et dames ne se sont jamais donné cette peine-là de convoquer ne serait-ce que les états généraux de l'opposition pour voir ce qui a été fait, ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'ils sont là dans leur torpeur, ils sont comme liquéfiés. Il faut attendre que le pouvoir annonce encore, éventuellement peut-être les locales, pour qu'ils sortent de leur torpeur. Vous avez dit quelque chose tout de suite. Depuis quand ces messieurs-là ont déserté les studios? Le combat démocratique, c'est pas seulement en période électorale qu'on doit le vivre. C'est quelque chose qui doit être permanent, qui doit être graduel. Si on ne voit pas le cas aujourd'hui, qu'on voit l'UFC aujourd'hui, et qu'on voit l'UFC. Si on ne voit pas l'UFC, qu'on voit l'ANC, ainsi de suite. Mais ces gens-là ont abdiqué sur toute la ligne. Ils n'existent même pas. C'est pour aller dire que le pouvoir leur a volé les élections. Est-ce que vous avez les preuves qui attestent qu'effectivement vous avez été spolié d'une certaine victoire? On peinerait à le dire. Et puis pire encore, au lieu de donner les preuves qu'on sous-tend avoir, qu'on prétend avoir, pour quand même rassurer le peuple, on va au niveau des chancelleries occidentales, au niveau des pays amis, pour dire que nous vous apportons les preuves. Est-ce que c'est les Européens qui ont voté? Je voudrais relever que quand même, c'est vrai que selon les résultats officiels, le pouvoir a encore remporté ces élections, mais de grâce avec les résultats que nous avons, que tout le monde, dont tout le monde dispose aujourd'hui, ont montré que la capitale n'est pas pour le pouvoir en place. Or, la capitale n'est pas tout le pays, mais la capitale, c'est le point de rencontre. C'est comme le micro-pays, la capitale. Donc, ça reflète, en tout cas, ce que l'imaginaire collectif et la conscience collective pense, n'est-ce pas, de la gouvernance. Et normalement, je voudrais, UNI devrait aller s'asseoir pour réfléchir et voir, parce que c'est une expression, c'est quand même normalement c'est une expression quoi du peuple quoi. Ça doit être pris en compte dans la gouvernance. Je voudrais ici dire quelque chose. Nous n'avons pas une opposition, nous avons des oppositions et les responsabilités sont partagées. Nous avons une opposition qui est l'héritage des années 50, des années 60, le culte et le progrès qui existaient, et malheureusement tout le monde, tous les Togolais du nord au sud ont contribué à fabriquer ce démon à 1000 têtes devenu autonome, le phénomène d'Etia, qui à l'époque
tuait toutes les velléités, tuait toutes les intelligences qui venaient. Vous avez vu avec quelle facilité on a tué des acteurs comme Edem Kodjo. Vous avez vu avec quelle vitesse on a tué des gens comme Aknoïbo, qui étaient quand même des gens denses. Vous avez vu aujourd'hui dans quel état se retrouve M. Agoueme Kodjo. Mais c'est des acteurs normalement qui avaient énormément de ressources, qui pouvaient apporter. Mais les Togolais ont tous rouillé vers le populisme, beaucoup plus vers une sélection rationnelle pour pouvoir identifier les modèles, les leaders capables de porter la lutte. Et malheureusement, la lutte n'a pas été suffisamment organisée. Ça a manqué de leaders. Lors des indépendances, le mouvement de décolonisation, pourquoi le Togo a brillamment réussi? Parce que c'est vrai, il y avait des pères de l'indépendance, mais il y avait un modèle, un leader qui incarnait, c'est Sivali Solimpiou, qui incarnait la lutte. C'était un leader dans lequel tout le monde se retrouvait. Malgré les divergences, malgré les divergences. Mais dans le contexte actuel, nous n'avons pas un leader de l'opposition qui se dégage. Nous avons des leaders, malheureusement. Mais qui se combattent. Qui se combattent entre eux et qui également ont en face le pouvoir comme adversaire. Donc, ils ont réuni toutes les chances et tous les éléments pour leur défaite. Et malheureusement, je crois que c'est perdu. Le contexte, comme je disais en début d'émission, le contexte a besoin d'acteurs neufs, des acteurs qui vont se révéler, aussi bien dans la diaspora que localement, pour incarner désormais l'aventure. Et en plus, le mouvement, il y a une nouvelle génération qui est au contact des réseaux sociaux, de l'Internet et tout, qui est informée et qui a une autre approche, une autre façon de voir et de faire la politique. Je crois que malheureusement, cette jeunesse-là ne se retrouve pas dans les acteurs d'hier qui se font passer pour les leaders de l'opposition. Voilà. Aujourd'hui, la question, puisque il nous reste 2 minutes, comme on nous le signale, on va rapidement conclure. Aujourd'hui, c'est vrai, on a diagnostiqué un peu la situation qui prévaut au sein de l'opposition togolaise et on a fait le tour d'horizon de tout ce qu'on peut appeler un phénomène qui détruit cette couche-là, qui aspire à gouverner un jour ce pays. Aujourd'hui, tel que Elie l'a dit, la relève mérite d'être, mais à quelle fin? Non, aujourd'hui, les Togolais ont besoin qu'on leur joue un nouveau disque, celui rayé qu'on nous a toujours proposé. L'alternance, ça ne s'arrête pas là. Vous savez, il y a quelqu'un qui a proposé quelque chose et que j'ai cru que la Moanaze a pris. C'est Sira Dibakpo. Quand déjà, avant même la formation du gouvernement, il disait que non, on a pris le premier quinquennat de fort pour résoudre les problèmes de réconciliation, d'apaisement dans le pays, le second pour chose. Maintenant, le quinquennat là, doit être placé sous l'angle social. Donc je crois qu'on a relayé ça, même au niveau du discours programme du chef du gouvernement. Ça a été aussi cela, mais qu'est-ce qu'on veut? Aujourd'hui, les Togolais aspirent à quoi? Un idéal, que quelqu'un sorte de nulle part et qu'il propose une alternative crédible, celui d'un idéal. Parce que le Togolais ne doit plus s'identifier à ces 56 600 km de superficie dans laquelle il vit. Avec l'érosion côtière, ça ne suffit pas. Et ça, c'est niette. Voilà. Donc, il faut un idéal togolais. Quand on dit Togolais, le Togolais là se singularisera par quoi? Il faut un idéal togolais. Personne, ni dans le camp du pouvoir, ni dans celui de l'opposition, on nous a proposé. Ni dans la société civile, on nous a proposé un idéal togolais. C'est ce que je crois que tous ceux-là qui seront porteurs d'un idéal qui prendra corps et que les gens vont trouver bien, je crois que ces gens-là pourront être les chantres ou bien les décideurs de demain, seront les premiers acteurs de la gouvernance de demain. Donc je souhaiterais quand même qu'au niveau de tous les états-majors, au niveau même de la société civile, des acteurs de la société, on puisse proposer quelque chose qui tranche radicalement. Ceux qui sont fatigués démissionnent. Oui, que s'ils sont fatigués, rendre le tablier, qu'ils collent la paix à ces nouvelles émergents qui veulent faire quand même leur preuve sur le terrain. Voilà, Elie. Mot de fin, c'est la fin pratiquement. Voilà. Je voudrais dire que nous sommes tous des Togolais et je crois que le mandat social, c'est également permettre que tous ces Togolais puissent manger à leur faim. Il faudrait de l'aménagement. Il faudrait que, autant que nous sommes, les un peu plus de 6 millions d'âmes que nous sommes, 7 millions, il faudrait que nous puissions avoir accès aux ressources de ce pays. Et pour qu'on puisse en vivre, il faut pas voir son futur et son lendemain dans l'assiette de l'autre. L'Africain pense souvent que le voisin mange mieux que lui, mais il faut quand même aller voir. Mais je trouve que pour que ce pays soit en paix, il faudra ouvrir les ressources, redistribuer les ressources de ce pays
et quand même prendre également en compte les opinions adverses pour quand même construire un Togo en phase avec le monde moderne et émergent. Voilà, ce sera... Oui, donc, je peux, en deux mots. Toutes mes pensées vont à l'endroit du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Piak. Je crois qu'il a les compétences. Il ne doit pas se laisser abattre par les petites incertitudes du moment. Il doit, comme un soldat au front, réorganiser ses troupes et puis aller vraiment nous rapporter des victoires. Ces malfrats, ces braqueurs, ils sont maîtrisables. Et je crois qu'il y a qu'à les compétences de les maîtriser. Effectivement. En tout cas, je crois qu'il est à l'écoute, ou quelqu'un forcément est à l'écoute pour lui transmettre. Nous revenons pour finir ou fermer donc les pages de ce numéro du jour avec le courrier de Maoulaoué qui a écrit à son père: Papa, le monde change, la nature change. Toi aussi, tu dois changer. Allez-y comprendre. Bonjour.